On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la problématique à l'égard de la cueillette des vêtements sur le territoire. Il y a une trentaine de boîtes qui viennent compétitionner les organismes locaux qui remettent près d'1 million de dollars dans la communauté. Bref, on en parle. Mais d'abord, Assemblée nationale, reprise des travaux, député de Saint-Jean, Dave Turcotte. On a repris un peu tous notre souffle depuis les dernières élections au Québec. Tout le monde a été assermenté. On connaît maintenant le topo, le portrait pour les 4 prochaines années et même un peu plus, avec un nouveau gouvernement libéral majoritaire, une nouvelle opposition officielle du Parti québécois, notamment représentée par notre député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Là, vous sortez d'une retraite fermée. Vous étiez dans la cache à Maxime, en Beauce. Exactement, oui, à Scott. Vous êtes sorti vivant de l'exercice. Oui, ça s'est très bien passé. Mais je pense que c'est important de se rencontrer comme député, puis de prendre acte là, de la décision des Québécois lors de la dernière élection, mais aussi regarder vers où on va aller. On va avoir un caucus précessionnel demain aussi à Québec, donc après l'entrevue, je vais quitter pour Québec pour se préparer, parce qu'on a beaucoup de travail. Hein? Bon, comment allez-vous, je dirais, opérer les deux tableaux en même temps? Parce que vous avez un parti qui est forcément en réflexion, en reconstruction. Éventuellement, il y aura une course à la chefferie, mais entre-temps, le travail parlementaire, c'est celui de l'opposition officielle. Donc, comment allez-vous un peu allier les deux choses que vous avez à faire là, dans la et les prochaines années? Bien, il faut faire la distinction entre le parti et le caucus. C'est sûr que le caucus est interpellé dans la reconstruction du parti, si on peut dire ça comme ça. Mais comme militant, on est encore plus interpellé, mais c'est plus les militants du parti qui vont le faire, qui vont travailler à ce niveau-là. Les députés, on peut amener une énergie, des idées, une réflexion, mais dans les faits, notre travail premier, puis moi je l'ai dit souvent aux gens, il n'y a pas personne qui m'élit pour que je travaille pour construire un parti politique. Les gens votent pour moi pour que je travaille pour améliorer la circonscription, amener des nouveaux investissements ou maintenir les emplois ou travailler sur différents dossiers comme l'hôpital du Richelieu, par exemple. C'est là-dessus que les gens s'attendent qu'on passe notre temps. Là. Ouais. Donc, on va faire ce travail-là. Et on a ce qu'on appelle dans le langage populaire notre cabinet fantôme, donc Quels sont les rôles que vous a confiés votre chef parlementaire, Stéphane Bédard? Moi, j'ai été nommé, j'ai eu les fonctions que je voulais, au fond. J'ai eu le dossier d'emploi, formation professionnelle, alphabétisation, et on m'a ajouté les dossiers jeunesse. J'avais fait la tournée avec Léo Bureau-Blouin pour la nouvelle politique jeunesse du gouvernement. Donc, je suis à même de pouvoir questionner. Puis, il faut être conscient que le ministre responsable de la jeunesse au Québec, c'est le premier ministre du Québec, donc Philippe Couillard. Donc, mon chef m'a dit ça prend un bon député qui est capable de faire face au premier ministre sur les dossiers jeunesse, donc il me l'a demandé. Qui est votre vis-à-vis en matière d'emploi? Emploi, c'est François Blais, qui était recteur à l'Université Laval. Qui est un nouveau venu en politique. Exactement, un nouveau député de la région de Québec. Et pour ce qui est d'éducation, donc incluant la formation professionnelle, l'éducation des adultes et l'alphabétisation, c'est Dr Yves Bolduc. Bon, vous avez quand même une certaine expérience en matière d'opposition officielle. Tout à fait. J'ai été mon premier mandat comme à l'opposition. C'est sûr que j'aurais aimé rester au gouvernement parce que, disons que c'est plus inspirant. On peut amener nos idées puis les réaliser plus rapidement. Mais dans l'opposition, il y a aussi un beau travail à faire, ne serait-ce que le travail parlementaire, qui est différent. Le précédent gouvernement, en fait, le vôtre, précédent gouvernement du Parti québécois, donc, voulait l'élaboration d'une nouvelle politique jeunesse. Oui. Est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement libéral va vouloir poursuivre le travail qui est déjà effectué? Parce qu'il faut toujours faire la distinction. Il y a les ministères, il y a les fonctionnaires qui sont là dans l'appareil. Est-ce que le nouveau gouvernement va vouloir poursuivre dans cette veine-là? Avez-vous des indications là-dessus? Bien, pour l'instant, je n'ai pas d'indication. Je sais que si je me fie, quand on faisait la tournée, le caucus libéral semblait être assez distant de nos consultations. Donc, je ne sais pas s'ils vont avoir vraiment pris le pouls de la population du Québec, du moins pour les jeunes. Nous, notre livre blanc était déjà déposé, donc on avait déjà une bonne base de ce qu'on voulait faire comme politique jeunesse. Notamment travailler sur le plan là, de l'employabilité des jeunes, mais aussi voir la jeunesse comme un tout, donc en environnement, en santé, dans la citoyenneté, dans l'éducation. Avant, les autres politiques sous les libéraux étaient plus sectorielles, disons ça comme ça. Si on revient au dossier, dans le fond, comme vous dites si bien,
Le travail du député, c'est d'abord et avant tout de représenter ses commettants puis de faire progresser les dossiers. Il y avait des dossiers qui sont, en fait, il y a des dossiers qui sont en cours depuis plusieurs années, certains qui ont été réalisés, entre autres Boulevard Saint-Luc, c'est un exemple. Mais l'hôpital du Richelieu, bon, même si les crédits avaient été votés, accordés, il en reste pas moins que c'est un chantier qui va être en développement là, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Quel est le suivi que vous faites actuellement de ce dossier-là en particulier? J'ai parlé la semaine dernière avec Mme Lessard, qui est directrice générale au Centre de santé, sur le dossier de l'hôpital, mais aussi un autre dossier qui m'interpelle beaucoup, l'unité de médecine familiale. Oui, l'UMF. Donc, les deux, les appels d'offres sont lancés. Donc, ce serait très difficile pour le gouvernement de revenir en arrière. Quoi qu'on le vu avec les CPE cette semaine, qu'ils sont prêts à revenir en arrière, même si les CPE sont construits puis que les parents étaient pour amener leur enfant d'ici quelques jours. Donc moi, en principe, l'UMF tient la route. En principe. Les travaux qui ont déjà été engagés à l'hôpital vont se poursuivre. Oui. Oui. Bien, l'hôpital, ce serait vraiment surprenant parce que c'est quand même Philippe Couillard, au début, là, qui était un des premiers ministres de la Santé à travailler là-dessus. Là. Je ne le lâcherai pas, là. C'est clair qu'on a besoin. Avez-vous quand même des craintes parce que, bon, il y aura un budget là, qui va être voté dans les prochaines semaines, le premier budget de l'équipe Couillard. Craignez-vous quand même qu'il y ait certains dossiers locaux qui soient affectés par le futur budget libéral? Mais on nous dit que c'est 3,quelques milliards de dollars de coupures qui devront être faites. C'est sûr qu'il va y avoir des répercussions négatives ici à Saint-Jean, là. Au niveau des projets municipaux, au niveau des routes, c'est clair le qu'il y pont aura... Gouin? Bien, le pont, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même deux types de budgets. Il y a un budget de dépenses, donc de programmes, puis il y a un budget d'infrastructure. Là, les libéraux semblaient dire qu'ils étaient prêts à mettre autant d'argent, sinon plus, dans les infrastructures. Il faudra voir où est-ce que ça se transpose. Mais dans le cas du pont Gouin, est-ce qu'on a fini par trouver l'énigme? Parce que pour moi, c'est un peu énigmatique, ce dossier-là, où on a un ministère du temps des inondations qui avait peur que le pont bascule par-dessus une grosse vague. Après ça, on nous dit qu'il y a urgence d'agir parce que le pont se détériore plus vite qu'on pense. La Ville, d'ailleurs, a exproprié. D'ailleurs, on est en train de démolir des bâtisses. Mais au final, moi, quand j'assiste au conseil de Ville à toutes les 2 semaines, j'écoute le maire, autant M. Dolbec que M. Fecteau, qui nous dit on ne sait toujours pas vraiment s'il y a urgence d'agir. On a l'impression que le ministère des Transports tient peu ou pas informé la Ville. Bien, sous notre gouvernement, les travaux du pont Gouin devaient débuter en 2015. Printemps 2015, donc c'est quand même assez... Printemps 2015, c'est dans un an, ça. C'est ça. On était là-dessus, là. La Ville devait faire ses travaux préparatoires, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis nous, pendant ce temps-là, les plans et devis allaient se faire. Et les négociations sont terminées, dans les faits, avec la Ville, là, sur le partage des coûts. Il y avait un enjeu financier parce que le ministère, comme on dit, donne un pont de base, mais si on veut un pont un petit peu plus intéressant ou avec les piétons, les ci, les ça, il faut que... Et là, il y a une négociation parce qu'en même temps, ce que j'ai toujours entendu de la part de la Ville, c'est qu'initialement, ce n'était pas prévu au plan triennal des mobilisations il y a quelques années. Là. La Ville a été un peu devancée là, de par ce projet-là. Le maire Fecteau parlait d'une possible 16 millions de dollars là, qui vient des poches de la Ville. Oui, tout dépendant des choix que la Ville fera sur le pont. Mais là, de ce qu'on m'avait dit, moi, avant de partir en élection, c'est que ce bout-là là, était pas mal attaché avec la Ville là, pour le partage des coûts. Donc, il faudra voir. Avec le nouveau gouvernement, tout peut changer, là. Donc ça va être à vérifier, ça, ce dossier-là. Oui, c'est un des premiers dossiers que je vais m'occuper, au même titre que les travaux à l'hôpital et l'UMF. Bon, revenons au dossier du parti, parce que tantôt, on parlait de la job de député, le travail de parlementaire avec votre travail de cabinet fantôme, de porte-parole. Le parti, bon, parce que là aussi, vous avez des fonctions à titre de président du caucus régional. Bien, on avait notre caucus des députés du Parti québécois de la Montérégie hier à Saint-Jean-sur-Richelieu, justement sur le bord de la rivière. J'ai dit, je vais amener mes collègues dans un beau lieu, ça va permettre des bonnes réflexions. Et mes collègues, c'est pas parce que c'était à Saint-Jean que c'est comme ça, mais ça a bien tombé. Mes collègues m'ont fait confiance et m'ont nommé nouveau président du caucus des députés du Parti québécois de la Montérégie. Il faut quand même le rappeler que le caucus du Parti québécois est le caucus le plus nombreux en nombre de députés en Montérégie. Vous en avez combien? 8 députés 8 sur 18. Sur 18? Oui. Donc, sur notre façon de calculer, c'est sûr qu'il y a des circonscriptions comme Vaudreuil-Soulanges qui nous donnent... 8 députés du PQ sur 18 circonscriptions en Montérégie. Exact. Bon.
Exact. Donc, 8 sur 30, c'est pratiquement le tiers aussi, là. Du caucus. Donc, c'est quand même un gros caucus pour le Parti québécois. Ça consiste en quoi? Bien, c'est organiser les rencontres, mais aussi tout un travail avec des groupes régionaux. On pense au comité régional en environnement, le conseil montérégien de la culture et des communications, l'agence de santé. Donc, tous ces liens-là avec les organismes régionaux. Au nom du Parti québécois, c'est moi qui vais avoir les liens avec ces organisations-là. Ce qui fait en sorte que c'est sûr que ça va me demander beaucoup de travail, mais ça nous amène aussi du réseautage pour des dossiers de la circonscription plus facilement. Bon. Si je reviens au comté, puis je dirais même le comté d'à côté, parce qu'auparavant, Marie Bouillet était votre collègue du Parti québécois dans Iberville. Maintenant, c'est Mme Sanson de Mme Bouillet, oui, c'est ça. Bien, elle continue avec nous à s'impliquer. Comme présidente du Parti québécois dans Iberville. Exact. Mais là, évidemment, vous avez une nouvelle collègue à Iberville. Il y a quand même des dossiers régionaux, 35, Hôpital, Pongouin, qui touchent le comté d'Iberville. Avez-vous déjà eu, ou si vous comptez avoir, ou quel type de relation comptez-vous avoir avec Mme Sanson? Bien, moi, je lui ai offert toute ma collaboration. Je lui ai même offert au début, si elle avait besoin d'avoir de l'information sur différents dossiers ou le temps que son bureau s'installe, si elle avait besoin d'avoir des services, là, elle pouvait venir à mon bureau sans problème. À un moment donné, il faut être capable aussi de mettre de côté les partis politiques parce que les gens s'attendent qu'on travaille tous ensemble. On n'a pas eu de rencontre formelle, elle et moi, encore sur les dossiers, mais on s'est vu à quelques occasions où on a eu l'occasion d'effleurer certains dossiers, dont le Pongouin. Là, vous siégez à partir du 20 mai. 20 mai jusqu'au? C'est prévu que la session se termine le 13 juin, mais les rumeurs... Moi, je pensais que c'était le 13 juillet. Le 13 juin, mais les rumeurs nous portent à croire que nous allons terminer le 15 juillet. C'est le fun. Donc, oui. Oui. Justement pour l'étude des crédits, pour pouvoir en savoir un peu plus sur nos dossiers de la région. Oui. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. Bon, le député, c'est là pour travailler. Exactement. Je savais dans quoi je m'embarquais. Après ça, vous allez recommencer quoi au mois de septembre? Oui. Bien, les commissions parlementaires, certaines commissions parlementaires vont débuter au mois d'août, mais sinon, le vrai travail là, de tout le monde réuni à partir de mi-septembre. Bon, on va vous souhaiter un bel été. Bien, merci beaucoup. Au travail jusqu'à la mi-juillet. Exactement, au travail pour Saint-Jean. Les vacances après. Oui. Merci. Salut. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de récupération de vêtements. Donnons localement, 100% redistribué aux Joannais. De quoi on parle? On parle de récupération de vêtements avec plusieurs organismes de la région qui sont impliqués. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Nathalie Mercier, qui représente la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Demers, du Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Paul Benoît, Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Bonsoir. Bonsoir à vous. De même que Gaétan Roger, du Centre de partage communautaire Joannais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nathalie, ça fait plusieurs années qu'on s'en parle, puis même, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait les organismes de la région qui avaient fait un coup publicitaire parce qu'on disait, ça venait entre autres, je pense, le Centre communautaire Joannais avec les bacs jaunes. Puis là, on s'est dit, assez, c'est assez, parce qu'il y a eu toutes sortes de bacs de toutes sortes de couleurs qui s'étaient ajoutées il y a quelques années, puis malheureusement, on dirait que ça s'est encore multiplié. Ouais. Au détriment des organismes dont vous représentez si bien, parce que vos organismes récupèrent des vêtements, les vend à coût modique et ces sous-là vous permettent, dans le fond, d'offrir des services à vos clients. Peut-être nous parler de la problématique dans un cadre assez général, Nathalie? Bien, je pense que tu viens de le dire bien conformément. Alors, il y a trop de bacs. Il y a des bacs qui ne desservent pas nécessairement soit les organismes ou les gens de la région. Et c'est pour nous, les 4 organismes ici autour de la table, un moyen de financement important. Alors, qu'on a tenu des conditions économiques qu'on vit actuellement, c'est difficile, de plus en plus difficile d'avancer des fonds, de solliciter les activités de financement. Donc, la récupération de vêtements, qui est un peu, pas une vache à lait, là, mais qui est un créneau important pour les organismes, on a choisi là, de faire équipe et d'essayer de faire notre place dans le milieu.
Bon, parce qu'on sait, dans le cas de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, vous venez de commencer l'affaire de la récupération parce que généralement, vos sources de financement étaient assez réduites avec la campagne. Là, vous avez maintenant un centre qui est sur la rue Saint-Jacques. Oui. Et volontairement, vous l'avez mis sur la rue Saint-Jacques justement pour ne pas piler sur les pieds des autres. Tout à fait. C'est ça, exactement. C'est ça l'affaire. Tout à fait. Et les bacs vont être positionnés aussi de façon là, à couvrir le territoire et justement pas se faire nuisance. Bon, du côté d'Iberville, votre organisme a combien de bacs sur le territoire que vous desservez? En fait, nous, on a 3 endroits desservis. Tout prochainement, on va avoir un nouvel emplacement qui est le Petro-Canada sur Conrad-Gosselin. Donc, on continue à faire des développements. Il y a encore des projets aussi. Somme toute, présentement, on est quand même, on voit quand même, on a la même réalité que le reste de Saint-Jean. Donc, oui, effectivement, de plus en plus, il y a des bacs de compétiteurs qui s'installent. Et puis, bien, c'est sûr que pour l'instant, là, grosso modo, on commence tranquillement à en ressentir les effets. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais chez vous, ça peut représenter combien de ce que vous récupérez en vêtements, ce que vous revendez dans vos sources de financement? C'est majeur, là. En fait, c'est un chiffre d'affaires de 165 000 Ah ouais. C'est-à-dire, donc oui, c'est beaucoup d'argent. Donc, les gens vous donnent des vêtements. Oui, tout à fait. Vous les revendez à prix modique, puis avec Oui. ça, vous faites 165 000 Oui. ce qui vous permet d'offrir des services à votre clientèle. Et à 165 000 à vendu à 50 sous, 1 $, 2 $, ça en fait du vêtement. Est-ce qu'on en vend plus ou moins qu'avant? Est-ce qu'il y a eu un impact par rapport aux bacs compétiteurs? On commence à ressentir l'impact. Maintenant? Ouais. Oui, tout à fait. Sauf que, en fait, la raison pour laquelle les organismes ont décidé de se regrouper, c'est qu'on veut travailler en amont. Donc, on ne veut pas nécessairement attendre que cette recrudescence-là se poursuive parce que vraiment, je dirais même la dernière année a été une année extraordinaire où là, de plus en plus, les compétiteurs s'installaient. Bon, du côté de Saint-Luc, on le sait maintenant, vous avez déménagé dans l'ancien bingo là, sur la continuité de la rue Bernier, là, en arrière de la station d'essence. Chez vous, c'était quand même dans le temps que c'était sur Moreau, là, je veux dire, je me rappelle des fois où les sacs débordaient. Là, je veux dire, vous en recevez beaucoup là, dans On une en année, reçoit là. beaucoup, puis j'en profite pour remercier les gens de Saint-Luc qui collaborent d'une façon admirable. Mais c'est 95 de nos profits viennent de ces choses. Des vêtements. Des vêtements, tout simplement. Et puis, moi, je suis très fier de voir qu'on peut travailler en concertation avec les... C'est rare qu'on voit les organismes s'unir pour travailler ensemble. C'est difficile, habituellement. Mais là, ça se fait d'une façon extraordinaire. Et puis, Saint-Luc va en bénéficier, comme tout le monde va en bénéficier de cette campagne-là, en fait. Vous avez un site de récupération qui est à l'organisme? À l'organisme, et puis on a une boîte qui est située au Maxi et compagnie. Mais on a l'intention d'en avoir une couple d'autres d'ici. Éventuellement. Oui. Bon. Centre communautaire Joannais, centre de partage. Vous en avez quelques-uns là, en ville, des bacs jaunes. Là. Oui, on en a 6 et actuellement, notre regroupement a eu comme mission de sensibiliser la ville. C'est parce que la compétition, c'est pas entre nous, c'est pas entre les organismes de charité. C'est qu'il y a abus de la population parce que sous des prétextes de grands frères, grandes sœurs, de petits déjeuners, qui sont des causes extraordinaires, correctes, mais c'est de l'entreprise privée qui collecte et qui met dans sa poche 90 de ce qu'il recueille, et c'est vendu, en tout cas, alors que nous, ensemble, on permet à des gens de réintégrer le travail, de faire du bénévolat, de finaliser des revenus qui servent aux Joannais, à nos services. Alors, c'est pas une compétition saine quand on voit des entreprises privées se doter de bacs souterrains, puis etc., qui est un moyen usurpé. Bon, on disait Iberville, 165 000. Saint-Luc, je ne sais pas combien ça peut représenter. 200 000. 200 000 et plus. Chez vous, ça représente quoi? Oui, c'est 200 000 et plus. 200 000 et plus, là, facilement. Là. Facilement. Bon. Mais en même temps, la question que je me pose, c'est que s'il y a autant de compétition, il y a un marché. Il y a un marché, il y a une pièce à faire. Là. Oui, définitivement. Il y a un marché. Et là, on parle beaucoup des revenus que ça apporte. Mais il faut parler... Des services. Oui. Parce que ça va être l'aide alimentaire, ça va être la réinsertion à l'emploi, ça va être... Il y a quelque chose au bout de ça. Notre but n'est pas de faire du profit. 200 000, ça peut paraître énorme, mais quand on compare qu'on va redonner, parce que c'est bien notre slogan, on redistribue 100 aux Joannais,
c'est qu'il y a probablement ce 200 000 qui va être réinvesti en nourriture, en articles scolaires, en vêtements déficients pour les saisons. Il va y avoir des comptes d'Hydro-Québec, il va y avoir toutes sortes de l'aide pour les médicaments. Parce que quand on additionne tout ça, là, facilement, on frise le 700 000 000, là, si on arrondit, là, grosso modo. C'est énormément d'argent. Bon, chez vous, au Centre de partage communautaire Joannais, le 200 000 et plus là, que vous récoltez en vêtements, vous le dépensez comment? Vous le redonnez comment à votre clientèle? Bien, ça fait partie de nos activités, la redistribution des biens recueillis. Parce que, comme organisme de charité, ce qui nous est donné, on a le droit, légalement, de le revendre à faible prix et sans taxe. Ouais. Ce qui veut dire que quand on parle d'une pièce, 2 piastres le vêtement, nous autres aussi, c'est comme ça. Là. Mais on arrive avec nos 3 magasins et tous les articles qu'on a à redonner à 72 000 pitonnage à la caisse. Ouais. Donc, c'est des gens qui recueillent une chaise, une table, etc. Mais comme on le disait, chez nous, la particularité, c'est qu'on redonne une chance à des gens qui, pour des problèmes de santé, des problèmes physiques, des problèmes moraux, des problèmes de situation, n'ont pas accès au travail. Donc, on leur donne la chance de se générer une fierté. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont liées à la mission. Nous aussi, on a beaucoup de bénévoles, beaucoup de stagiaires, beaucoup d'implications. À Saint-Luc, principalement, vous offrez des coupons d'épicerie avec ça? Oui, c'est ça. Des coupons que les gens vont s'acheter des d'épicerie? équipes visiteuses. On a 7 équipes visiteuses dont je fais partie. Donc, quand les gens donnent des vêtements, vous donnez de la nourriture au monde, là. C'est ça? Effectivement. Les gens appellent pour avoir de l'aide. On va les visiter pour voir effectivement si c'est le cas. Et puis, on leur remet des bons de nourriture, dépendamment du nombre de personnes. Sensiblement la même chose à Iberville? Oui, sauf peut-être dans la façon de fonctionner. Donc, nous, on rencontre chacune des personnes, chacune des familles. On regarde leur situation économique. Et nous-mêmes faisons les achats. Donc, on ne donne pas de bons nécessairement, mais on fait des achats de viande, des achats de lait, d'œufs et autres denrées périssables. Nathalie, on ne doit pas être la seule ville au Québec qui vit ça, là. Je ne sais pas, est-ce qu'une ville peut réglementer? À la limite, est-ce qu'on est sur le bord de la fausse représentation? Pas loin d'eux? Bien, l'objectif, justement, de la coalition, c'est pas de faire une guerre ouverte là, avec tous ces autres organismes-là, parce que d'ailleurs, M. Roger l'a mentionné, toutes les causes sont bonnes. Sauf qu'ici, sur le territoire, il y a une situation de pauvreté qui est préoccupante. On le sait, ça se passe dans les commissions scolaires, ça se passe partout. Il faut réagir. Si on regarde, nous, le budget à Saint-Jean, on a besoin de 450 000 pour, justement, les frais de loyer, donner la nourriture et tout ça. Alors, si on fait le calcul, là, on finance même pas, ou à peine, 1 ou 2 des organismes. Fait que là, c'est encore pas suffisant. C'est ça. Est-ce que les villes peuvent réglementer? Oui, il y en a plusieurs qui ont commencé. Donc, c'est sûr que s'il faut faire une analyse, c'est pas simple et ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais déjà, la ville, ici, de Saint-Jean, s'est engagée à analyser et à proposer au conseil de ville une réglementation pour un peu plus viser les organismes locaux et de charité. Parce que là, grosso modo, vous en avez à peu près une dizaine au total, à peu près ça? Ou même plus que ça, même? Avec la proposition de la ville, on en aurait chacun 6. Mais il y en a combien de la compétition, là? Je ne les ai pas comptés. Avez-vous fait un inventaire de toute façon? Il y en a au moins 30 de plus. Dans Saint-Luc, trentaine? Minimum. Dans Saint-Jean. Au total de la municipalité. Une trentaine qui ne vous appartiennent pas, là? Oui, donc des gens qui font des dons en pensant que ça va rester ici à Saint-Jean, que ça va servir les pauvres d'une façon ou d'une autre, mais non, ça s'en va. Mais avez-vous la capacité de tout récupérer ça? Demain matin, là, on les enlève, ces bacs-là. Là. Oui, madame? Bien, moi, du côté d'Iberville, je dirais que oui, effectivement. Il va falloir, bien sûr, qu'on revoie nos façons de fonctionner. Ça veut dire qu'il va falloir se remettre aussi en question. Il faut juste revoir, des fois, nos paradigmes puis dire, bon, on fait certains changements, mais oui, on est capable de l'assumer. Bon, puis vous avez des armées de bénévoles pour trier ça, parce que c'est bien le fun. Nous autres, on prend notre sac, on s'en va venir ça chez vous, là. Et nous, on se parle entre les 120 bénévoles. 120? Vous en avez combien pour trier tout ça? Écoutez, si je compte les stagiaires, on arrive à presque 100. Ouais. Mais là-dessus, on ne compte pas les travaux communautaires, les travaux compensatoires. C'est tous des gens qui viennent travailler en plus, mais qui ne sont pas payés parce qu'ils viennent faire des heures. Même réalité chez C'est la même réalité chez nous. Donc, on constate qu'à peu près une centaine dans chacun des organismes de bénévoles pour pouvoir assumer tout ce travail-là. Il y a un aspect qu'on ne mentionne pas trop, qui est important pour la Ville,
les citoyens, il ne faut pas qu'ils jettent leur guenilles. On peut faire quelque chose avec la récupération. Oui, les tissus pas bons que vous les revendez, vous autres. Les vêtements, certes, mais il y a une récupération. C'est que si on met ça dans une vidange, on perd là, des biens. Ouais. Et nous, on a une fonction par le tri. On a une fonction aussi de récupération. Qui fait qu'il ne faut pas lâcher ça. Faut pas, donc, en quelques secondes, la façon de ne pas se tromper, c'est le bac jaune. Bac jaune. Le bac jaune, ce dépliant a été mis dans le Publisac d'aujourd'hui du 13 mai. Ils vont être sur chacun des bacs. Oui, en plus. Le même image va se retrouver sur nos bacs. Le logo, 100% redistribué aux Joannais. On a des panneaux de ville qui sont affichés actuellement. Nos 4 adresses sont là. Merci à vous 4. Donc, c'est le printemps. Faites le ménage de vos vêtements. Mettez ça dans des sacs. Bac jaune, juste ça, bac jaune. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. La prochaine conférence du Centre de santé au Richelieu-Rouville, c'est sur l'Alzheimer et la prévention. C'est mardi le 20 mai, 8h30 le matin, au Club de l'Âge d'Or de Saint-Césaire. À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu, un résumé des travaux du Conseil de ville. Également, tous les dimanches matins, 9h30 en direct au Câble 9, c'est le Télébingo. 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 entre autres. Et il y a une trentaine de dépositaires partout sur le territoire que l'on dessert pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.